Tu mourras seul et oublié. Ces mots ne viennent pas d'un ennemi, mais de ma fille, Élise. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, je vous en prie, et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. Son verdict est tombé un soir d'hiver, me transformant en une honte, un vestige de son passé modeste qu'il fallait effacer. J'étais l'ébéniste aux mains sales qui faisait tache dans son monde d'apparence. Elle pensait m'avoir brisé, m'avoir condamné au silence dans la maison que j'avais bâtie pour elle. Mais cette malédiction, censée être ma fin, fut un commencement. Elle a été la clé qui a ouvert une vieille malle, libérant un secret enfoui par amour pour elle. Une simple lettre. Une preuve qui allait bientôt décider qui méritait vraiment de connaître la solitude et l'oubli. Aujourd'hui, je ne suis qu'un fantôme dans ma propre maison. Les murs que j'ai montés brique par brique, le plancher que j'ai poli jusqu'à y voir mon reflet fatigué, tout cela me regarde avec une pitié silencieuse. L'air est lourd, imprégné d'une odeur de bois froid et de poussière, bien loin du parfum de la sciure fraîche et du vernis qui emplissait autrefois mon atelier. Mes outils, alignés avec une précision maniaque, n'ont pas bougé depuis des mois. Ils sont comme moi. Autrefois utiles, aujourd'hui réduits à des reliques d'un temps révolu. Je passe mes journées dans ce fauteuil usé, celui où ma femme aimait lire. Et je regarde le soleil tracer des lignes indifférentes sur le sol. Les rires d'Élise ne sont plus que des échos cruels qui se moquent du silence. Je suis devenu invisible, même pour les objets qui portent l'empreinte de mes mains. La solitude est une chose, mais le mépris en est une autre, bien plus corrosive. C'est un poison lent qui s'infiltre dans vos os. Je le vois dans le regard fuyant du facteur, dans la hâte de la voisine qui détourne la tête quand je sors chercher mon pain. Ils savent. Les rumeurs, portées par le vent glacial de l'hiver, ont fait leur œuvre. Je suis le père indigne, le vieil homme têtu rejeté par sa propre fille. Mes appels à Élise se perdent dans le vide d'une messagerie qui ne sera jamais consultée. Chaque silence est une confirmation de son verdict. Je ne suis plus un père, ni même un homme. Je suis une gêne, une tache sur le tableau parfait de sa nouvelle vie. Mes mains, autrefois capables de créer la beauté à partir du bois brut, tremblent maintenant en tenant une simple tasse de café. Je me souviens de l'odeur de ce prestigieux atelier parisien. Un mélange de cire d'abeille, de bois ancien et d'ambition. J'avais 25 ans, les mains agiles et un avenir qui semblait tracé par les maîtres restaurateurs. On m'offrait une place d'associé, une chance de laisser mon nom sur des pièces d'histoire. Mais le même jour, ta mère m'a annoncé qu'elle t'attendait. Son sourire timide et la lueur dans ses yeux valaient plus que tous les meubles du Louvre. J'ai refusé Paris. J'ai choisi la banlieue. Un emploi stable. La certitude d'un salaire à la fin du mois pour t'offrir un berceau sûr. Je n'ai jamais regretté ce choix. Pas une seule seconde. J'ai simplement rangé un rêve dans une boîte pour en construire un autre, plus grand, plus vivant, notre famille. C'était mon premier sacrifice, le plus silencieux de tous. Tu ne te souviens probablement pas de la maison de poupée. Elle n'a pas été achetée dans un grand magasin, emballée dans du plastique brillant. Je l'ai construite moi-même, dans le froid de mon atelier, après de longues journées de travail. Chaque minuscule meuble, chaque volet, chaque tuile du toit, portait l'empreinte de mes doigts fatigués. Je passais des heures à poncer des chutes de bois pour qu'aucune écharde ne vienne blesser tes petites mains. Ta mère cousait les rideaux et les draps miniatures. Nos vêtements étaient simples, souvent rapiécés, mais toujours propres. Nos repas étaient modestes, mais il y avait toujours une histoire à table, un rire qui réchauffait la pièce. Je ne pouvais pas t'offrir le monde, Élise, alors j'ai essayé de t'en construire un, à l'échelle de tes rêves d'enfant, un monde où tout était fait avec amour. Quand tu as été accepté dans cette coûteuse université de droit, ta joie illuminait toute la maison. Tu n'as jamais su comment nous avions payé la première année. Je possédais une vieille voiture de collection, une passion égoïste, mon seul lien avec la jeunesse insouciante que je n'avais jamais vraiment eue. C'était plus que du métal et du cuir. C'était le bruit du moteur qui me libérait, l'odeur de l'essence qui me rappelait que j'étais autre chose qu'un simple ébéniste. Je l'ai vendue sans un mot. Je me souviens de la poignée de main froide de l'acheteur et du bruit du moteur qui s'éloignait pour toujours. Quand tu as demandé où elle était passée, j'ai simplement répondu qu'il était temps de m'en séparer. Je t'ai vu t'épanouir dans tes études, et cela suffisait à combler le vide dans le garage. Pendant que tu apprenais les subtilités de la loi, je redécouvrais la dureté du travail physique. Les heures supplémentaires sont devenues ma routine. Je rentrais tard, le dos brisé en deux, les mains si raides que je peinais à tenir ma fourchette. La maison était silencieuse, ta mère et toi déjà couchés. Je mangeais seul dans la cuisine, le regard fixé sur tes excellentes notes que nous affichions fièrement sur le réfrigérateur. Chaque bonne note était une victoire, la preuve que mon corps endolori servait à quelque chose de plus grand. Ton monde était fait de concepts abstraits,
de justice et de paragraphes de loi. Le mien était réduit à la sciure, à la sueur et à la fatigue. Je construisais ton avenir en déconstruisant lentement le mien. Et cela me semblait être l'ordre naturel des choses. Après le départ de ta mère, le silence dans la maison est devenu assourdissant. Tu étais mon seul phare. Quand tu as décidé de monter ton propre cabinet d'avocat, ton ambition était la seule chose qui me donnait encore la force de me lever le matin. Je n'ai pas hésité. J'ai vidé le compte en banque, celui où nous avions mis de côté, sou après sou, nos économies pour nos vieux jours. Je me souviens du regard du banquier, presque désapprobateur. Mais en te voyant signer les papiers pour ton local, avec cette flamme dans les yeux, je savais que cet argent était mieux investi dans ton avenir que dans ma retraite. J'étais ton filet de sécurité, le pilier silencieux sur lequel tu pouvais t'appuyer sans même t'en rendre compte. Je t'ai tout donné, Élise, jusqu'au dernier centime de notre histoire commune. Tous ces sacrifices, je ne les ai jamais vus comme tels. C'étaient des actes d'amour, des promesses silencieuses gravées dans le bois de nos vies. Chaque heure supplémentaire, chaque objet vendu, chaque rêve mis de côté, était une pierre ajoutée à l'édifice de ton bonheur. Je ne demandais rien en retour. Pas de gratitude, pas de reconnaissance. Je pensais naïvement que l'amour se suffisait à lui-même, qu'il créait des liens indestructibles, plus solides que le chêne le plus dur. Je croyais bâtir une forteresse de souvenirs et d'affections partagées, un refuge pour nous deux. Quelle ironie amère de réaliser aujourd'hui que tu vois cette forteresse comme une prison, ces murs comme une honte. J'ai passé ma vie à te construire des ailes, pour que tu puisses t'envoler loin de celui qui t'a appris à voler. Le changement fut d'abord une brise légère, à peine perceptible. Après son mariage avec Damien, nos appels quotidiens se sont espacés. Ils sont devenus hebdomadaires, puis mensuels, jusqu'à n'être plus que des messages laissés sur un répondeur, des bouteilles à la mer numérique qui ne trouvaient jamais de rivage. Les visites se sont faites plus rares, plus courtes. Élise arrivait avec un air pressé, le regard déjà tourné vers la porte. Les excuses étaient toujours les mêmes. Une réunion importante, un dîner d'affaires, la fatigue. Puis vinrent les premières piques, des mots acérés déguisés en conseils. Papa, cette chemise est un peu démodée. Cette maison sans le renfermer, tu ne trouves pas? Chaque phrase était une petite entaille, une manière de me signifier que mon monde, celui qu'il avait vu grandir, était devenu obsolète, une source d'embarras. Le mépris s'est ensuite installé dans les silences, dans les gestes qui n'avaient plus lieu. Lors des rares repas de famille auxquels j'étais encore convié, je sentais le regard froid de Damien peser sur moi. Un regard d'évaluateur, qui jaugeait ma valeur et ne trouvait rien d'intéressant. Élise, assise à ses côtés, semblait absorber son indifférence, son propre regard glissant sur moi sans s'arrêter, comme si j'étais un meuble de plus dans la pièce. On ne me demandait plus mon avis sur rien. J'ai appris par hasard qu'ils avaient acheté une maison de campagne, un projet dont ils n'avaient jamais fait mention. J'étais exclu des joies comme des soucis, devenu un spectateur lointain de la vie que j'avais pourtant financée. Leur conversation s'arrêtait net quand j'entrais. Leur sourire se figeait. J'étais le grain de sable dans leur mécanique bien huilée. L'humiliation la plus cruelle fut celle du silence. Pour mon 67e anniversaire, ils sont arrivés avec 2 heures de retard, un cadeau hors de prix dans un sac de luxe, comme pour acheter leur pardon. Durant le dîner, ils n'ont parlé que d'eux, de leurs projets, de leurs amis que je ne connaissais pas. J'étais assis au bout de la table que j'avais fabriquée, une ombre invisible, écoutant le récit d'un monde auquel je n'appartenais plus. Plus tard dans la soirée, j'ai tenté de parler à Élise, de retrouver ne serait-ce qu'une parcelle de notre complicité passée. Elle m'a écouté d'une oreille distraite, puis s'est excusée pour rejoindre une conversation plus importante. La porte du salon s'est refermée doucement devant moi, me laissant seul dans le couloir. Ce soir-là, j'ai compris que j'étais déjà un fantôme pour elle. Ce que tu n'as jamais su, Élise, c'est que le plus lourd de mes secrets ne se mesurait ni en argent ni en biens matériels, mais au poids d'une conscience. Il y a 5 ans, mon meilleur ami, Julien, a été fauché par un chauffard qui ne s'est jamais arrêté. Je l'ai veillé pendant des semaines, dans le silence stérile de l'hôpital, n'écoutant que le bip régulier des machines qui le maintenaient artificiellement en vie. Puis, un après-midi, un bref instant de lucidité. Ses yeux se sont ouverts, et d'une voix qui n'était plus qu'un souffle rauque, il m'a tout raconté. Il m'a dicté une lettre, sa dernière volonté. Il décrivait la voiture de luxe, un détail précis sur la plaque d'immatriculation et le pire. Le visage du conducteur, un jeune homme qui avait ri en accélérant. J'ai écrit, la main tremblante, chaque mot de son témoignage. Quelques mois plus tard, lors de ton dîner de fiançailles, j'ai rencontré Damien. Le froid qui m'a saisi quand je l'ai vu arriver au volant de sa voiture de sport n'avait rien à voir avec la météo. C'était la même voiture. Plus tard dans la soirée,
Dissimulé par le bruit des conversations, je l'ai entendu se vanter à voix basse auprès d'un ami, évoquant une petite frayeur sur la route dont personne n'a jamais rien su. Le rire qui a suivi a glacé mon sang. Le meurtrier de mon meilleur ami allait épouser ma fille. À cet instant, j'ai fait un choix, le plus terrible de mon existence. Pour ne pas détruire ton bonheur, pour préserver l'illusion de ton conte de fées, j'ai enterré la lettre au fond d'une vieille malle. J'ai choisi ton sourire plutôt que la justice. La douleur ce soir-là n'a pas provoqué de cri. Elle ne m'a pas poussé à la supplier ou à lui rappeler mes sacrifices. Au contraire, elle a installé en moi un silence glacial, une clarté redoutable. Les larmes se sont taries avant même de naître, remplacées par une résolution froide et implacable. Le lendemain, à l'aube, je suis monté au grenier. J'ai ouvert la vieille malle en cèdre, celle où dormaient mes souvenirs, et la lettre de Julien. Je l'ai prise sans la relire. Je n'en avais pas besoin. Chaque mot était gravé dans ma mémoire. Ma première visite ne fut pas pour la police, mais pour un notaire, un homme discret dans une petite ville voisine. Sans un tremblement dans la voix, j'ai révoqué mon ancien testament. La maison, les économies, tout ce qui restait de ma vie de labeur, ne reviendrait plus à Élise. Ensuite, j'ai commencé à démanteler mon existence, pièce par pièce, avec la même précision que lorsque j'assemblais un meuble. J'ai vendu mes outils à un jeune artisan qui avait des étincelles dans les yeux, les mêmes que j'avais autrefois. J'ai vendu la maison, ce sanctuaire devenu une cage, à une famille nombreuse, dont les rires rempliraient bientôt le vide. Je n'ai gardé que le strict nécessaire. Avec l'argent, je n'ai rien fait pour moi. J'ai créé une fondation au nom de Julien, une bourse pour aider les jeunes ébénistes, sans ressources à lancer leur propre atelier. C'était ma façon de rendre justice, non par la vengeance mais par la construction. Je me suis effacé de la vie d'Élise sans un mot, sans une explication. Je lui ai laissé ce qu'elle m'avait souhaité, le silence et l'oubli. Mais c'était moi qui en contrôlais désormais les termes. L'étau s'est resserré autour de Damien, silencieusement, comme je l'avais espéré. Et c'est alors que le téléphone a recommencé à sonner. Élise. Sa voix, autrefois si distante, était maintenant tremblante, chargée d'une urgence feinte. Puis, ils sont arrivés, un soir, sans prévenir. Elle tenait un bouquet de fleurs hors de prix, lui un panier garni, qui semblait crier son désespoir. Les larmes coulaient sur les joues de ma fille, des larmes de crocodile parfaitement maîtrisées. « Papa, je suis tellement désolée », sanglotait-elle, me promettant des petits-enfants, une chambre dans leur nouvelle maison, la fin de ma solitude. Damien à ses côtés, était l'image même du gendre respectueux, me parlant de projets communs, m'offrant un voyage, n'importe quoi pour acheter mon silence. Je les regardais jouer leurs pièces, ce ballet pathétique de la rédemption intéressée, et je ne ressentais rien d'autre qu'un vide glacial. Je les ai laissés parler, déverser leur flot de promesses creuses et de regrets calculés. J'acceptais leurs cadeaux avec une politesse distante, un léger hochement de tête qui devait leur paraître insondable. Je les observais, non plus comme un père blessé, mais comme un entomologiste étudiant des insectes pris au piège. Chaque mot, chaque geste était une confirmation. Je ne voyais plus ma fille, mais la complice de l'homme, qui avait détruit la vie de mon meilleur ami. Son amour soudain n'était que le reflet de sa peur. Ils ignoraient que la partie était déjà terminée, que la lettre, cette preuve silencieuse, n'était plus en ma possession. Elle était entre les mains de la justice. Je savourais leur angoisse en silence, gardant le contrôle absolu. Mon choix était fait, gravé dans le marbre de mon cœur bien avant qu'ils ne frappent à ma porte. L'inspecteur m'a laissé avec ce fardeau, la décision finale m'appartenait. D'un côté, la justice pour Julien, la vérité enfin révélée, mais aussi la ruine d'Élise, la transformant en paria, et accomplissant sa propre prophétie, sur ma solitude. De l'autre, un silence complice, un pardon empoisonné qui laisserait un coupable impuni, et mon âme enchaînée à une mascarade d'amour filial née de la peur. J'ai longuement regardé mes mains, ces mains qui ont tant construit. Étaient-elles faites pour détruire? Non. Elles étaient faites pour bâtir sur des fondations saines, pas sur le mensonge. J'ai compris que mon choix ne concernait ni la vengeance ni le pardon. Il s'agissait de l'honneur. L'honneur dû à un ami trahi, l'honneur de ma propre vie de labeur. Sans un mot, j'ai décroché le téléphone. Mon appel n'était pas pour elle. C'était pour la justice. Ma main est restée posée sur le combiné, longtemps après la fin de l'appel. Le silence dans la maison n'était plus celui, pesant, de la honte, mais celui, paisible, de la dignité retrouvée. Élise m'avait prédit que je mourrais seul, et oublié. Elle aura peut-être raison sur la solitude, mais je ne serai jamais oublié de ma propre conscience, ni de la mémoire de Julien. J'ai passé ma vie à travailler le bois,
et j'y ai appris qu'on ne peut rien construire de solide sur une base vermoulue. Leur amour n'était qu'un mensonge, leur remords une simple tactique. Leur pardonner aurait fait de moi le complice de cette imposture. J'ai préféré la solitude de l'intégrité à la compagnie du faux-semblant. J'ai choisi d'honorer la vie d'un ami, plutôt que de préserver une existence bâtie sur un crime. Mon chemin est tracé, je l'arpenterai la tête haute, même seul. Et vous? Auriez-vous protégé la fille qui vous a renié ou rendu justice à l'ami qui ne pouvait plus parler?